je vais demander à Arnaud de venir nous parler du rapport d'orientation pour 2017. Et vous aurez la parole à la fin de ce rapport d'orientation pour poser des questions, j'imagine que vous en avez, sur cette étude. Oui, donc j'imagine effectivement, gardez bien vos questions. Il y a quelques éléments qui sont un peu des redites aussi par rapport au rapport d'activité, parce que vous imaginez bien que quand on parle de rapport d'orientation, on ne va pas réinventer l'eau chaude, hein, on va essayer de progresser. Quand même une chose qui est très importante, hein, dans ce que Geoffroy a dit tout à l'heure, cette année, on est passé à côté de la méga catastrophe. Hein. Vous êtes bien conscient de ça? Ça veut dire que l'année prochaine, si on replante exactement les mêmes surfaces et qu'on a une année normale et qu'on n'a pas derrière développé les marchés qui nous permettent de pouvoir écouler cette camelote, ces produits, on va vraiment vers quelque chose qui peut être très difficile. Donc là, c'est un devoir de vigilance que je donne aux producteurs, mais aussi aux opérateurs du marché, pour ne pas faire surplanter et surtout pour ne planter que des pommes de terre qui sont quasiment sûres d'avoir un débouché. Les débouchés aujourd'hui sont au niveau du frais, vous avez vu, relativement atones. Au niveau de l'industrie, il y a quelques perspectives. Et au niveau de la fécule, on a vu, on est en phase de reconquête du marché et c'est quelque chose qu'il faudra défendre. Voilà. Après, les autres éléments qui ont été présentés, qui sont importants, c'est notre position, nous, France. En France, on a un avantage compétitif, hein, clairement, par rapport à beaucoup de nos collègues européens. Premier avantage, et je vous demande vraiment d'y être attentif, c'est qu'on a des surfaces qui ne sont pas surexploitées. Les Belges, ils ne vont pas pouvoir planter des pommes de terre dans la mer du Nord. Hein. Je veux dire, ils ont quasiment saturé leur territoire. Les Allemands ont d'autres inconvénients, mais ils ne peuvent pas non plus beaucoup progresser. On a un avantage qualitatif par rapport aux Allemands. Les industriels nous le disent, et ils préfèrent acheter la marchandise française que la marchandise allemande par rapport à ce critère de qualité et de processabilité. Et les Polonais, ils ont, même si cette année, ils ont gagné quelque part de marché à l'export sur l'industrie parce qu'on manquait un peu de produits, ils ont quand même un vrai problème sanitaire qui fait que la circulation de la marchandise n'est pas aussi simple venant de Pologne. Alors, voilà. Je vais quand même, je vais vous faire un rapport d'orientation qui sera rapide, mais dans un premier temps, ce que je souhaiterais, donc d'abord c'est bien sûr remercier, c'est de l'autre côté, ouais, voilà, ce que je souhaiterais c'est vous représenter le décor. Qu'est-ce que nous sommes? Quelle est notre mission d'abord? La mission de l'UNPT, ça a été dit par Martin tout à l'heure, c'est la défense des producteurs, et moi je rajoute écologiquement et socialement engagé. C'est très important parce que c'est le prisme par lequel on travaille au niveau des interpros. Et ce qui est très important, c'est de poser les trois questions. C'est que sommes-nous, quelle est notre ligne stratégique et quelles sont nos productions? Alors, ce que nous sommes, et là, c'est un peu les deux pieds de l'UNPT. On est à la fois des acteurs économiques, donc membres de groupements de producteurs, de coopératives, mais aussi on est des acteurs syndicaux, très très engagés au sein de la FNSEA, au travers de nos FDSEA. Donc l'UNPT, ce n'est pas un rassemblement de producteurs, c'est une union d'organisations économiques et syndicales de producteurs de pommes de terre. Il faut bien que vous gardiez ça en tête, parce que derrière, toute la logique de la gouvernance en découle. Notre ligne stratégique, alors il y a trois mots-clés: liberté, compétitivité, solidarité. Liberté, ça veut dire qu'aucune entrave ne doit être faite au niveau de notre mode de fonctionnement qui pourrait empêcher les producteurs de se développer ou de prendre des initiatives. Lorsque Antoine tout à l'heure a parlé de la charte sur les centres agréés, c'est quelque chose qui est très important pour nous, hein, qu'on puisse avoir la liberté d'agir, quelle que soit la taille, qu'on soit petit ou qu'on soit gros. La compétitivité, c'est ce dont Martin a parlé tout à l'heure, c'est tout le travail que l'on fait de lobbying par rapport aux réglementations phytosanitaires, par rapport aux distorsions de concurrence intracommunautaires, voilà. Et la solidarité, c'est aussi ce que nous avons présenté tout à l'heure au travers de ce que nous avons monté au niveau du FMSE, du Fonds de mutualisation sanitaire et environnementale. Il faut savoir que le FMSE Pommes de Terre est à l'initiative de l'UNPT, hein, je veux dire, c'est pas tombé du ciel, et on y a associé le GIPT et le CNIPT, et c'est une véritable réussite. Donc il faut bien garder ça en tête. L'autre chose qui est très importante, c'est... Alors j'ai pris l'homme de Vitruve que vous connaissez bien, hein, de Léonard de Vinci, mais il représente bien ce qu'est l'UNPT. L'UNPT, c'est d'abord un cerveau, effectivement, on essaye de faire réfléchir un peu tout le monde, et c'est un socle. Au milieu, on a quoi? On a une chose qui nous est commun à tous, c'est que nous sommes producteurs de pommes de terre. On a
d'un côté des partenaires industriels, de l'autre côté des partenaires au niveau du fret. On travaille au niveau des deux interpros, CNIPT, GIPT, et on est le lien. On est le lien, on n'est pas concurrent. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est que vous gardiez bien en tête le fait que l'UNPT peut s'appuyer sur 4 vraiment membres très forts. Et c'est important de les positionner comme ça, parce que, bon, bien sûr, les tailles sont un peu différentes, mais ils ont chacun leur importance par rapport aux équilibres de marché. Il y a d'abord les primeuristes, donc, qui sont représentés par André Mingui. Il y a toute la filière de pommes de terre de conservation et du frais. Il y a la filière de la transformation et la filière de la fécule. Dans l'UNPT, on ne fait pas de choix. Je veux dire, chacun est traité de façon complètement équivalente. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que tous ces segments se développent de la même manière. C'est vraiment important que vous gardiez ça en tête. Nos objectifs, Martin l'a précisé tout à l'heure, je veux dire, ils sont de plusieurs ordres. On est là pour accompagner les producteurs. On ne s'est pas mis de carcan. On a des objectifs techniques qu'on soutient avec Arvalis. On a des objectifs juridiques. Quelquefois, il y a des producteurs qui sont dans la panade parce qu'il y a des défaillances de certains opérateurs. Et on est là pour les accompagner au démarrage. Après, c'est bien sûr une question de responsabilité individuelle. On a des objectifs politiques. C'est notre action au niveau du COPA. C'est notre action au niveau du ministère. On a bien sûr des objectifs interprofessionnels. Nous, on est vraiment dans une logique de construction. Et puis, les objectifs économiques, vous les avez vus. C'est la modélisation économétrique qui nous permet de savoir à peu près où va le marché, qui est relayé avec le panel, enfin, tous les éléments qui nous permettent d'être vraiment très précis. Et puis, les études de marché. Alors, ça peut sembler bizarre pour certains que l'UNPT fasse de la prospective économique. N'empêche que nous, on pense que défendre un producteur, c'est d'abord lui donner de l'information pertinente pour qu'il fasse les bons choix. Donc nos priorités, vous les voyez, c'est ce que Martin a dit tout à l'heure, mais c'est améliorer la compétitivité, ça c'est quelque chose qui est fondamental, après on va le décliner. C'est l'analyse de l'offre et de la demande, la gestion du risque et l'organisation de l'offre. Et après ça se décline effectivement dans des actions que nous allons mener cette année, que nous allons renforcer. Alors on veut préparer l'avenir, on pense, et vous le verrez tout à l'heure avec la table ronde, que la recherche appliquée c'est le pilier pour progresser. Donc Arvalis, qui est ici représenté par le président du comité professionnel Didier Lombard, à qui vous pourrez poser des questions tout à l'heure, est là vraiment pour défendre cette recherche appliquée. Ce qui est très important, c'est qu'on a bien convenu avec le nouveau président du CNIPT qu'on devait conforter cette recherche. C'est très, 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 très important de ne pas baisser la garde là-dessus. Alain Marguin est complètement d'accord là-dessus et on compte vraiment sur lui pour faire partager ça avec tout le monde. Le travail avec FranceAgriMer, donc on en a parlé tout à l'heure. Moi, je voulais remercier FranceAgriMer, Madame Auberti, je vous remercie, de nous avoir permis de présenter certains résultats de cette étude. Je sais que c'est toujours un peu complexe quand il y a une étude qui est financée comme ça avec FranceAgriMer sur la diffusion de l'information. C'est évident qu'on ne vous a pas tout dit. Mais merci de nous avoir permis d'échanger parce que ça permet aussi à tout le monde de toucher du doigt ce qui est fait en filière et ce qui est fait au sein de l'UNPT. Et puis bien sûr, le maintien de l'aide couplée en fécule. Ça, c'est un truc qui est vraiment important. On s'est vraiment battu là-dessus. Pour l'instant, on n'est pas complètement satisfait sur les niveaux de prix qui sont pratiqués en fécule. L'aide couplée est un relais qui est absolument indispensable pour assurer la rentabilité de cette production. Et on a des garanties qui nous ont été données sur cette couplée. Et sur cette aide couplée, c'est important. Bon, l'autre élément dont on a parlé, c'est la lutte contre les distorsions. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Sur les connaissances fines, on vous a parlé des informations au niveau du NEPG, on vous a parlé des enquêtes. Je redis vraiment l'importance de remplir ces enquêtes, parce que de ces enquêtes découle toute notre modélisation. La lettre économique hebdomadaire, qui est un outil vraiment... Alors, ce n'est pas un outil qui vous donne des prix, ça vous donne des indications de ce qui se fait. C'est une photo à un instant T de ce qui se passe. Je remercie tous les producteurs de pommes de terre qui toutes les semaines, acceptent de partager ces informations. C'est vraiment utile pour tout le monde et prenez vraiment conscience du fait que c'est un véritable travail dont tout le monde bénéficie. Et puis Potato Data, alors ce terme-là, on vous l'a déjà présenté l'année dernière, c'est un nouvel outil très interactif qui devrait permettre à chaque producteur d'alimenter une base de données et d'avoir des informations sur ce qui se passe.
à l'instar de ce qui peut se passer aussi chez nos collègues néerlandais ou belges. Il y a aussi les poursuites des études entre l'UNPT et le CNIPT et le GIPT. Donc on en a parlé, les études Business France, les études du CRETOC, les études France Agrimaire. Voilà, c'est des éléments qui sont vraiment importants. Je vais passer assez vite là-dessus. Au niveau du niveau sanitaire, j'ai dit qu'on avait effectivement un avantage compétitif aujourd'hui qui s'appelle le sanitaire. Il est très important aujourd'hui de le préserver. Alors, on a vu aussi que on a croisé nos échanges avec les Belges. Bon, c'est bien de leur envoyer des pommes de terre, c'est un petit peu moins bien de recevoir leur terre. Clairement. Donc tout l'enjeu sanitaire autour de la terre est important. Et puis, l'enjeu sanitaire autour du plan est aussi important. C'est pour ça qu'on a signé l'accord sur le plan de ferme. C'est un élément qui est un élément peut-être contraignant pour les producteurs, mais qui nous permet de préserver effectivement la qualité sanitaire des plants qu'on a en France. Et puis, c'est l'accord que l'on a au niveau du FMSE. Là, moi, je le précise, hein, c'est important, je le redirai tout à l'heure, il y a une responsabilité collective là-dessus. Hein. Je veux dire, les opérateurs de l'industrie, du frais, doivent exiger de leurs producteurs qu'ils soient assurés au niveau du FMSE. C'est très important. Et faciliter au maximum ça. Parce que le jour où il y a une tôle, c'est tout le monde qui en pâtit. Hein, c'est vraiment important. Voilà. On a des perspectives hein, pour améliorer, disons, notre boîte à outils. Nous sommes en réflexion sur un projet d'assurance indicielle. Alors, ce que je peux dire simplement, c'est qu'hier, on a eu effectivement notre partie statutaire hein, et qu'il y a eu une réflexion de l'ensemble des délégués et des administrateurs sur ce dossier-là. J'ai pris le risque de mettre ce projet au vote, parce que nous, on y croit, mais il faut que tout le monde le partage. Je dois dire qu'aujourd'hui, une grande majorité des producteurs trouvent que c'est vraiment une très bonne piste. C'est une piste difficile. Il y a encore quelques petits éléments à affiner pour que ce soit complètement acceptable par les producteurs. L'idée, hein, simplement, c'est de se dire que on sent bien que la PAC post-2020 va intégrer de nouveaux mécanismes assurantiels. Et ce serait dommage de limiter le portefeuille d'assurance possible à uniquement l'assurance socle climatique. Il y a peut-être d'autres types d'assurances, donc on a une responsabilité aujourd'hui par rapport à ça. On a parlé du travail qu'on a fait aussi au niveau des régions. Donc il y a eu les états généraux du végétal pour les Hauts-de-France, on a été très impliqués là-dessus. On souhaite vraiment continuer le plan de modernisation des bâtiments au niveau des régions, et sous un angle qui me semble vraiment important, c'est la performance énergétique, c'est très important. Le travail sur la fiscalité, là il y a aussi des pistes intéressantes et qu'il faut qu'on arrive à creuser avec les pouvoirs publics, parce qu'on est sur des marchés qui sont extrêmement fluctuants et à un moment donné il faut pouvoir qu'on puisse se constituer une épargne de précaution qui puisse nous permettre effectivement de travailler. Voilà. Et puis la contractualisation, c'est très très important. L'aide au groupement de producteurs, on vous a parlé tout à l'heure de la naissance de ce groupement de producteurs Avico. Moi, je souhaite que les producteurs livrant d'autres industriels aussi soient regroupés. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que l'UNPT, c'est une union d'organisations économiques. Donc clairement, si on veut peser dans l'UNPT, il faut qu'on appartienne à une organisation économique. Donc il faut la constituer, et l'UNPT est là pour vous y accompagner. Voilà. Donc je ne reviens pas sur les éléments liés aux travaux interprofessionnels. Ce que je veux simplement dire, c'est que surtout si on a une année difficile, l'UNPT, et Antoine l'a dit tout à l'heure, sera extrêmement, extrêmement vigilante à ce qu'il n'y ait pas de braderie. Aujourd'hui, les tentations, quand les marchés sont très bas, c'est de jouer les snipers, de profiter effectivement de prix très bas pour essayer de, entre guillemets, faire un coup. Ça, c'est inacceptable pour nous. Voilà. Alors, il y a un logo, hein, vous l'avez vu, le logo Pommes de terre de France. Je l'ai dit tout à l'heure, derrière ce logo, pour nous, il y a des éléments qui sont des éléments fondamentaux liés à la durabilité de la production et liés aussi à l'équité dans la filière. Nous, on fera très attention qu'aucune pomme de terre qui soit bradée ne puisse arborer ce logo.
Ce serait une honte pour les producteurs de pommes de terre. Ça, c'est quelque chose sur lequel on sera extrêmement, extrêmement vigilant. Voilà. Le dernier élément simplement que je voulais préciser, c'est aussi l'engagement de l'UNPT au sein de Solal. On en a parlé tout à l'heure. Solal, donc, c'est effectivement l'organisation qui a été créée par la FNSEA pour concentrer, organiser le don alimentaire. Je pense qu'au niveau des interpros, il faut qu'on ait vraiment une réflexion là-dessus pour essayer de l'organiser un peu en amont, que le don alimentaire ne soit pas uniquement un moyen d'écouler des surplus de récolte. Il faut vraiment que ce soit prévu. Je crois qu'on a un devoir de solidarité, ça fait partie un peu de nos missions. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Je vais demander, Pascal, je vais peut-être demander à André Mingui, de vous rejoindre. Ouais, à André Mingui. André, si tu peux venir sur la scène. André, donc, qui est effectivement le porte-parole des producteurs bretons et qui est le porte-parole des producteurs, des primeurs au sein de l'UNPT. Ouais, excusez-moi, hein, je vais peut-être un peu vite là-dessus, effectivement. Là, je vais simplement vous présenter les 2 dernières slides que j'avais oubliées, mais vous dire, mais qui sont fondamentales. Mais tu peux rester ici, André, hein, t'inquiète pas. C'est les grandes mutations qu'on aura en 2017. C'est vrai qu'elles sont très très importantes. Dans les grandes mutations, les principales seront au niveau de la gouvernance et au niveau de la communication. Et pour la communication, on a enrichi l'équipe des compétences d'Abdelatif qu'on va vous présenter tout à l'heure. On a créé effectivement un compte Facebook, on a créé effectivement un compte Twitter. On a l'ambition au niveau de l'UNPT de faire naître dans le courant de l'année 2017 une application UNPT qui permettra effectivement aux producteurs de converser entre eux. C'est un peu complexe, hein, parce que derrière, il faut avoir des systèmes de tri qui fassent que les producteurs arrivent à s'identifier facilement. Et puis, je le rappelle, parce que c'est quelque chose qui est fondamental, l'UNPT est actionnaire de la pomme de terre française, du journal, et ça nous semble important d'utiliser ce vecteur pour pouvoir communiquer. Au niveau de la gouvernance, je l'ai dit un peu en filigrane tout à l'heure, on a une vraie réflexion au niveau de l'UNPT. On va modifier, je souhaiterais qu'on arrive à modifier nos statuts assez rapidement pour donner plus de poids aux organisations économiques qui sont réellement engagées à l'UNPT et en même temps que au niveau de la partie, disons, territoriale FDSEA, qu'au niveau des FDSEA, on intègre bien l'ensemble des productions de pommes de terre. Donc c'est vraiment une réflexion stratégique. Voilà. C'est très important aussi, de cette dernière DAPO pour moi est vraiment fondamentale. Moi, je remercie vraiment au nom de l'ensemble des producteurs toute l'équipe de l'UNPT qui s'engage. Alors vous voyez, c'est une équipe super light, hein. L'UNPT, c'est vraiment une équipe très réduite et qui fait un travail considérable autour de Martin Mascret, que vous avez pu voir tout à l'heure, de Bertrand qui est caché derrière sa plante verte, qui est le chargé de mission de l'UNPT dans le cadre des interpros, mais en particulier qui a une mission très particulière au niveau du GIPT, qui s'occupe de la réglementation et des études économiques. La réglementation, c'est surtout les relations avec le ministère. François-Xavier Broutin, que vous connaissez, qui a un lourd passé chez Arvalis, qui connaît bien la recherche, et on en profite bien, mais qui est aussi responsable de l'information économique, en particulier de la lettre économique hebdomadaire, et qui s'occupe, parce qu'il est complètement bilingue, des interfaces avec nos groupements européens, la NEPG et aussi les autres structures. Abdelatif Cherahed, alors moi je le dis, hein, c'est notre geek de service, on a embauché un super jeune, un gars qui sait faire beaucoup de choses. Alors il est chargé de mission au niveau des réseaux sociaux, j'ai pu comprendre au travers de ce qu'il a pu dire qu'il a très très vite compris, hein, il est à peine depuis 4 mois dans nos murs, et il comprend vite hein, ce qu'il faut faire. S'il y a des petits changements de couleur, c'est lui qui nous a dit, c'est un peu triste hein, le truc, on va mettre un peu de vert. Bon, il s'occupe de Potato Data, il s'occupe du panel. Bon, et c'est quelqu'un avec qui vous allez apprendre à travailler. Et puis, je pense que sans Catherine, les choses seraient sûrement beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Catherine Godaillet qui assure un peu tout le secrétariat et puis aussi le suivi de la gestion comptable. Voilà. Bon, je veux pas oublier là aussi, parce qu'il faut que vous sachiez que ça fait partie des personnels qui sont salariés de l'UNPT. On a des préleveurs en parcelle. Hein, je veux dire, les prélèvements sont faits avec énormément de rigueur, et c'est ce qui d'ailleurs en donne toute leur valeur. Donc on a des préleveurs que nous embauchons pour toute la saison qui va globalement de fin juin à quasiment fin août, hein, début septembre. Et puis on a aussi des contrôleurs
au niveau des 2 usines en fécule qui s'assurent que, bien sûr, les cahiers des charges sont parfaitement respectés. Voilà. Je remercie bien entendu l'ensemble des délégués, l'ensemble des administrateurs qui s'impliquent quotidiennement au niveau de l'UNPT. Je crois qu'on n'y arriverait pas sans eux et je souhaite que non seulement ils continuent, mais en plus qu'ils fassent venir un peu quelques nouvelles têtes. On a eu la chance de voir arriver des jeunes agriculteurs. Je trouve que ça va dans le bon sens. Et comme on va changer notre gouvernance, on ira aussi un petit peu plus en région. Voilà. Donc André, tu es le premier, tu es là. Je te remercie d'être là. Je vais appeler aussi Geoffroy, si tu peux venir, pour répondre aussi à certaines questions. Alain de Kecker, Geoffroy d'Evry, Alain de Kecker. Et puis Martin, je pense que c'est important que tu sois là. Voilà. Alors, dans la salle, il y a aussi bien sûr Pascal Foy. Pascal, vous le connaissez tous, il est président du GIPT. Il y a Luc Châtelain qui est vice-président du CNIPT. Et puis il y a Philippe Bureau qui est là. Et Antoine, bien sûr, Antoine, tu viens. Et il y a Philippe Bureau qui est là. Donc, là, vous pouvez vous lâcher. On est dans les timings. Je crois qu'on a prévu les échanges à la salle à partir de 12h. Il est juste 12h, donc c'est impeccable. On a 20 minutes. Et là, vous pouvez vous lâcher dans les questions. Allez-y, levez-vous, prenez un micro, présentez-vous et posez les questions que vous avez envie de poser à toutes les personnes qui sont sur scène. Alors, moi, j'ai une première remarque, pour lancer le débat, j'ai une première remarque sur le FMSE, justement, ce qu'a dit notre président. C'est vrai que c'est de la responsabilité que les gens soient couverts. On a quand même quelques cas qui existent, on est très propre au niveau sanitaire. C'est aussi la responsabilité des banquiers, d'informer bien les producteurs parce qu'ils sont en risque, des centres de gestion, tout ça, ça représente des risques non négligeables sur l'exploitation. Ça peut être effectivement des pertes parfois de 150, 200 000 euros. Cette année, on a un cas où un producteur va être indemnisé de plus de 100 000 euros. Donc, je veux dire, sur une exploitation, ce n'est pas négligeable. Donc voilà, j'insiste un peu sur cet aspect pour bien mobiliser les gens parce que beaucoup de producteurs sont encore persuadés que ça n'existe pas. Mais il y en a, heureusement, il y a peu de cas, mais malheureusement, ça existe et c'est totalement imprévu. Voilà. Donc maintenant, vos questions sont les bienvenues. Qui veut poser la première question? Vous avez été assommé par nos chiffres tout à l'heure. Allô? Ah, monsieur là-bas, Martin. Présentez-vous, monsieur. Jean-Louis Hainaut, producteur dans le Pas-de-Calais. Donc je voulais savoir, concernant l'étude qui a été faite, l'impact de l'euro-dollar sur les échanges en frites, est-ce que ça a un impact fort ou pas du tout? Ou très peu? Parce que notre principal concurrent sont les États-Unis, sur les produits transformés. Alors, deux réponses. La première, les scénarios n'intègrent pas techniquement de variables macroéconomiques, c'est-à-dire taux de change, etc. En revanche, dans la construction des scénarios, on a pris en compte effectivement que l'environnement économique était globalement porteur, bien évidemment, et qu'on s'est appuyé sur également les projections de la Commission européenne et de Banque mondiale, etc., où on resterait avec une parité, toujours dans le bon ordre, relativement favorable à l'euro. Voilà. Mais ça ne rentre pas directement, on n'est pas dans un modèle économétrique dans lequel on rentre des hypothèses directement. Voilà, c'est pour créer le scénario, ça faisait partie des paramètres qu'on a pris en compte. Donc effectivement, si on passait à 1 euro pour 1,60 $, ça changerait évidemment les choses et on se retrouverait peut-être dans le cas d'un scénario qu'on a appelé croissance faible, pas pour les mêmes raisons que celles qu'on a prises, mais pour une raison de compétitivité. Ce que je peux rajouter par rapport à ce qu'a dit Philippe Adéry, de Philippe Bureau d'Idari, de la même manière, on n'a pas pris non plus quelle pourrait être l'incidence climatique. Par exemple, pour illustrer mes propos, il faut savoir que la principale région de production des pommes de terre aux États-Unis, c'est un désert. Là où la production se développe en Chine, c'est un désert. C'est en Mongolie. C'est un désert. Donc, à un moment donné, on peut aussi s'attendre à ce qu'il y aura des évolutions, de la production en fonction de l'évolution climatique. Aux États-Unis, la zone de production, c'est une zone où il y a une ressource d'eau qui est durable, ok,
Par contre, il y a d'autres zones aux États-Unis où la production, enfin comment dire, on n'est pas sur une ressource en eau durable. Donc il y aura certainement des transferts, comment dire, de production d'un endroit à un autre qui pourraient avoir de l'influence, comment dire, sur l'avenir. Ce qui nous incite un peu à dire d'ailleurs que on est probablement peut-être plus dans un scénario croissance plus que dans un scénario central. Voilà. Pour bien comprendre, Alain, ça veut dire qu'ils pourraient avoir moins de précipitations, ces deux zones de production mondiale, et donc ça pourrait nous favoriser, nous aider finalement. Ils auraient du mal à suivre la hausse de la production. On sait que de toute façon, le facteur eau au niveau planétaire sera un problème, un enjeu mondial à l'avenir. Donc ça, on le sait. Ici, en Europe, pour l'instant, les zones de production sont Nous, ça va. Un peu plus favorables au niveau, comment dire, durabilité de la ressource en eau, quoi. Voilà. On n'a pas de souci en eau. Moi, j'ai aussi un élément supplémentaire, parce que bien sûr, on vous a fait un résumé de l'étude, hein, mais il y a des éléments vraiment factuels. Aujourd'hui, on a un avantage logistique, hein. Si on a fait cette étude, il faut savoir que c'est les Américains qui nous ont mis la puce à l'oreille quand ils ont commencé à faire un Potato Summit il y a 2 ans dans le Texas, où ils s'interrogeaient sur le fait qu'ils perdaient des parts de marché par rapport aux Européens. Ils voulaient savoir si c'était structurel ou conjoncturel. D'ailleurs, l'année dernière, on a été aux États-Unis, on vous l'avait précisé au niveau du congrès de l'année dernière. On a un avantage logistique. On a un avantage logistique parce qu'on est par exemple pour le grand export vers l'Amérique du Sud, on est en fret de retour d'importation de viande surgelée. Donc on n'intègre pas non plus les politiques agricoles complètes, mais on sent bien que par exemple toute la pression aujourd'hui qu'il peut y avoir au niveau européen sur l'élevage va peut-être pousser vers l'importation de viande au détriment de nos éleveurs, et on peut le regretter, hein. Mais par contre, nous, producteurs de pommes de terre, ça nous donne un véritable avantage, parce que quand un container frigo arrive à Rotterdam ou à Anvers, il faut bien qu'il reparte, et il vaut mieux le remplir de frites surgelées que de le refaire repartir à vide. C'est comme ça qu'on a fait notre développement en Espagne en fret de retour de légumes, et c'est comme ça aussi peut-être qu'on pourrait se développer à l'avenir. Voilà. Donc quand je disais que la France avait quand même des atouts, vu notre façade maritime, vu notre proximité des ports même néerlandais ou belges, avec des infrastructures routières qui sont vraiment ad hoc, ça nous donne un véritable avantage. C'est aussi pour ça qu'au niveau de l'UNPT, on a poussé au niveau de la région pour que le grand programme du canal Seine-Nord soit complètement abouti. Une autre question ? Oui, Denis Delattre, planteur de pommes de terre fécule à l'usine de Vecmont. Ma question concerne la reprise en eau, les 2% d'eau. Donc vous savez tous qu'une fois qu'un camion arrive à la féculerie, on lui applique une tare eau de 2%. Je ne vais pas rentrer dans le détail du processus, mais nous trouvons la chose un peu injuste et peu équitable. Alors que dans d'autres secteurs de la pomme de terre, on se rend compte que certains industriels arrivent à trouver d'autres solutions. Ça peut être du séchage, ça peut être autre chose. Le président de l'UNPT est venu à notre Assemblée générale le 13 décembre dernier. Donc cette question-là a été soulevée dans la salle. Et bon, donc il nous avait promis une réponse d'y regarder. Donc aujourd'hui, qu'en est-il ? Sachant qu'il y a des interpros, les accords interpro, je pense que c'est aussi peut-être une bonne solution pour répondre à ces choses-là. Voilà, donc on attend. Ouais, alors avant de passer, comme vous le savez, on est encore en discussion sur les accords interprofessionnels, donc on a des échanges réguliers avec la chambre syndicale de la féculerie. En effet, cette problématique, elle a été soulevée, mais avant de trouver une réponse, il faut pouvoir l'expertiser. Et je pense que là-dessus, l'une et l'autre des parties se sont mis d'accord pour essayer justement de vérifier exactement la véracité de ce niveau, est-ce qu'il existe, etc. Donc on ne peut pas, dans un dialogue interprofessionnel, imposer une règle ou une autre. Je pense que ça doit être la résultante d'une réflexion. Ça a été soulevé, nous à l'UNPT, on avait des convictions fortes là-dessus, on les a dites,
et écrite à la CSF. Forcément, la CSF, elle n'a pas répondu forcément favorablement à notre demande. Donc, une fois qu'on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est soit on rentre dans un conflit, un rapport de force, on dit c'est ça ou pas de signature, ce que l'on ne pense pas être la bonne solution. Soit on se dit, OK, la problématique est soulevée, mettons en place des moyens nécessaires, des études qui nous donneront des résultantes et qui nous permettront demain de construire quelque chose qui soit beaucoup plus peut-être transparent, parce que ce qui manque, c'est un peu cette transparence que vous demandez. Mais je vous rappelle que c'est quand même une mesure qui existe depuis 1954 ou quelque chose comme ça, ou qu'on a toujours fait, bon, et qui était valable dans tous les pays de l'Europe, d'ailleurs, en l'occurrence. Bon. Maintenant, on n'est plus sous OCM, on n'est plus sous règlement, voilà, on est libre, on fait ce qu'on veut en France, dont acte. La CSF est disposée, je pense, à pouvoir mener cette étude, et elle sera faite conjointement avec l'UNPT. Ouais, moi je vais te répondre aussi un peu, peut-être de façon un peu plus directe. Hein. Je ne vais pas te la jouer à la Hollande, moi président, j'ai dit ça. Ok, j'ai dit que c'était inacceptable, que nous on ne l'acceptait pas et qu'on ne signerait pas un accord sur quelque chose qui ne nous semblait pas normal. Donc on l'a écrit à la CSF, on a un accord interprofessionnel qui est en discussion, hein, ça a été présenté tout à l'heure, il n'est pas signé, c'est un point de désaccord majeur. Par contre, nous, à l'UNPT, on est vraiment force de proposition. Je pense que, alors on ne va pas faire état de nos propositions ici, mais je pourrais t'expliquer un peu quelles en sont les teneurs. Je pense que la proposition qu'on va faire à la CSF est une proposition extrêmement constructive et extrêmement acceptable. Je l'ai déjà expliqué à ton président. Alors il y a deux choses. Hein. Il y a déjà, les accords sont signés en général pour une période de 3 ans. Donc il y aura peut-être cette année qui sera une phase de transition. Mais une fois encore, les 2%, on ne les accepte pas. Il faut être très clair, on ne les accepte pas, je te le redis. Il y aura une année qui est une année de transition. Et on espère et on va travailler pour que les années qui suivent, on ait un système, on sorte de ce système forfaitaire, qui était hérité effectivement de l'organisation commune de marché fécule. Et voilà. Je partage complètement ton analyse. On a essayé aussi, hein, il y a Michel Martin qui est dans la salle, qui a dû répondre à cette question et qui nous a donné l'opinion du chercheur par rapport à ça. Bon, si tu veux, tout à l'heure, il sera sur l'estrade, il pourra te répondre par rapport à ce point particulier, mais sache que 2%, on ne l'accepte pas. Et on ne signera pas un accord interprofessionnel avec 2%. Voilà. Ça, c'est clair. C'est clair. En tout cas, moi, c'est l'engagement que je prends par rapport à toi. Mais aussi, je pense que la proposition qu'on va faire à la CSF sera une solution qui va complètement leur convenir. Voilà. Le délai, c'est 1 an, donc dans 1 an, on est sorti de cette tare ancienne. Dans 15 jours, 3 semaines, j'espère qu'on aura signé l'accord. Ça, c'est ça notre objectif. Pour mise en application l'accord, il sera en application immédiate. Et clairement, notre objectif, c'est de travailler avec nos collègues de la CSF pour que les années suivantes, on ait un système qui nous convienne complètement. Toujours contrôlé par les contrôleurs de l'UNPT au sein des féculeries. Donc ça va se régler rapidement. Si tout le monde est de bonne volonté, je suis sûr que ça va se régler rapidement parce que ce qu'on a proposé est à mon avis quelque chose qui est tout à fait acceptable. Autre question ? Monsieur là-bas. Oui, ici. Donc, Pierre Lebrun, je suis coordinateur de la FIWAP, filière wallonne de la pomme de terre en Belgique. On a beaucoup parlé de la Belgique déjà ce matin et à voir les chiffres que vous avez présentés, mais je crois que c'est assez compréhensible. Je voulais, avant de poser une question sur l'étude, rappeler qu'en matière de transparence de marché, on développe effectivement le système POMAC en Belgique qui se relie à un Potato Data que le président a évoqué. Et donc nous sommes bien évidemment ouverts à ce que le plus vite possible les deux systèmes puissent fusionner entre guillemets. En tout cas qu'une information sous forme de liste de transactions soit fournie, une liste commune donc soit fournie autant aux producteurs belges qu'aux producteurs français, de façon à voir de manière très transparente les évolutions du marché libre. Par rapport à l'étude que vous avez présentée, je pense aussi que le scénario de base que vous avez pris est sans doute un petit peu prudent. Puisque rien qu'en prenant la capacité de transformation belge que vous évoquez à 5 millions, mais il est clair que la Belgique y sera bien avant 2025. C'est peut-être aller trop vite en besogne, on verra, c'est l'avenir qui nous le dira.
Mais en tout cas, on y sera bien avant 2025. Et une fois qu'une usine est construite, il faut qu'elle tourne. Donc des pommes de terre, il faut qu'elles soient là, il faut qu'elles arrivent. Le mot d'ordre du côté industriel belge, d'ailleurs, il ne s'en cache plus, c'est d'avoir 10 000 hectares de plus très vite, si possible en 2017 ou en 2018. Donc on est à 90 000 hectares pour le moment. Le but, c'est de passer à 100 000 le plus vite possible. Et il y a également aussi un certain mot d'ordre de trouver très très vite également 15 à 20 000 hectares de plus dans les Hauts-de-France, puisque vous les appelez comme ça maintenant. Donc voilà, on y est. Cette prospection, elle est en route et elle va évidemment amener de la concurrence pour le sol. C'est pour ça que j'en viens à la question. Pourquoi dans votre scénario ne pas avoir tenu compte d'une augmentation du rendement par hectare? Parce que pour moi, la concurrence sur le sol va devenir de plus en plus forte, surtout si, comme on peut l'espérer, les prix de la céréale pouvaient enfin remonter. On voit déjà une concurrence plus accrue cette année-ci avec le sucre, et probablement qu'à l'avenir, le sol sera un élément limitant. Ouais. Alors, merci. Donc, déjà, pour revenir sur les projections, comme je vous ai dit, ces projections, elles ont été construites et finalisées il y a quasiment un an, une petite année, et qu'on a vu en effet cette accélération de la demande des industries belges et beaucoup d'annonces, notamment ces 6 derniers mois, concernant... Ce que je vous disais, c'est que voilà, c'est des hypothèses de travail avec des perspectives, et je vous l'ai dit, je pense qu'on a pris un petit temps d'avance par rapport à ça. Bon, ça c'est un fait. Concernant les surfaces, je vous ai présenté 2 tableaux. Un premier tableau à surface constante et un deuxième tableau à croissance de 0,7% par an de productivité. Il y a un rapport de la FAO et de l'OCDE qui est sorti par rapport aux 20% supplémentaires mondiales et qui a dit que finalement, elles allaient être principalement couvertes à l'augmentation du rendement et pas tellement à des surfaces supplémentaires. La majorité, 80% de la demande supplémentaire va être tout simplement réalisée par l'augmentation du rendement. Ça, c'est la première chose. Concernant les surfaces, ce qu'on dit simplement à l'UNPT, au vu de ces projectifs, parce que l'idée, c'est de travailler derrière, c'est oui, il faut accompagner le marché, mais attention de ne pas aller plus vite que le marché. On a dit l'offre, en 2013, le bilan qu'on a fait, c'est que l'offre avait une croissance plus rapide que la demande. Bon. Aujourd'hui, on est en train de voir que la demande s'accélère. Mais on a déjà un peu d'avance. Donc attention de ne pas aller encore plus vite que la demande. Parce que là, on va mettre les producteurs dans des situations catastrophiques. Vous avez besoin de surface. Très bien. Accompagnons modestement. Et la projection, elle est là pour ça. Et elle est là pour travailler et être réactualisée. Je pense qu'on en a parlé aujourd'hui. On en reparlera certainement dans les 6 mois ou l'année prochaine au congrès, etc. C'est comme les modèles qu'on a fait avec Philippe sur l'économétrie, la formation du prix, etc. On l'alimente de données de manière régulière et on donne la pertinence du modèle. Voilà, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit le plus près de la réalité. Donc, non, je dirais pas, alors après je ne vais pas parler à la place du président, mais attention de ne pas, que l'arbre ne cache pas la forêt, de dire oui, il y a des besoins de surface, il faut augmenter les surfaces, les industries tirent, etc. Oui, mais dans les hypothèses et dans les projections qu'on fait, c'est attention, on est déjà un peu en avance, il y a du marché, mais pas au-delà de ce que l'on pourrait espérer ou faire croire. Voilà. Ouais, moi je vais pas rajouter beaucoup, mais Pierre, merci de ton intervention. Ça veut bien dire aussi, et vous l'avez vu sur les projections économétriques, qu'on a frôlé la catastrophe, ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas besoin de surface supplémentaire. Normalement, le rendement, les augmentations de rendement devraient nous permettre d'accompagner ça. Donc oui, mais bon, il va falloir être... Nos producteurs ont la capacité à satisfaire de toute façon le marché en croissance. Et donc, c'est un devoir de vigilance que l'on donne aux conseillers de gestion, aux banquiers, de ne pas pousser forcément les producteurs, des producteurs qui ne sont pas producteurs de pommes de terre, à partir sur ces productions. On a besoin de conforter nos filières avec l'expertise que l'on a actuellement. Dans l'étude, on n'a pas beaucoup montré,
ça a été fait, le travail, sur les plants et sur la fécule. Parce qu'on considère que finalement, les plants étant la résultante de la demande d'un marché mondial, elle va continuer à croître autant. Et en fécule, on pense que le marché, globalement, on a récupéré des surfaces, on va maintenir cette demande-là. Dans la perspective, il y a toujours besoin de fécule, besoin de surface, etc. Mais il n'y a pas d'évolution majeure. Voilà, donc on est passé rapidement sur cette activité. Moi, Philippe, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais on est bien à surface constante. Mais il ne faudrait pas non plus que les surfaces soient déstabilisées. Encore une fois, on est dans une recherche d'équilibre de marché. Ce qu'on veut mettre en exergue, c'est que le marché doit être équilibré. Mais juste par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons pris en compte dans les projections de la production les tendances effectivement de rendement. Donc pour la Belgique, alors j'ai plus le chiffre en tête, on a pris cette progression. Après, il y a la part qui est faite ensuite, qui était sur l'impact des surfaces avec cette hypothèse. Mais on a au début pris des hypothèses de croissance qui sont sur des trends assez forts. Après, la question c'est est-ce que ça, d'ici 2025, commence à évoluer, et donc effectivement, on peut prendre des hypothèses qui sont très différentes en fonction de l'impact climatique, etc. Mais au niveau mondial, on a bien pris en compte cette augmentation des rendements. Alain, une réponse courte parce que pour finir de répondre, c'est que je pense qu'il y a quand même une différence qui est notable entre la France et la Belgique. C'est que en Belgique, la quasi-intégralité des pommes de terre est à destination de l'industrie, ce qui est quand même moins le cas en France. En France, il y a une partie des besoins industriels qui peuvent être couverts par le transfert de production du frais vers l'industrie. Il y a une forme de souplesse, quoi. Voilà, et parce que il y a, on l'a vu, et ça sera encore la tendance, c'est que sur par exemple des pays comme l'Espagne et l'Italie, à l'avenir, on exportera un peu moins. Si on veut exporter autant, ça sera sur des destinations qui sont plus lointaines, vers plus la grande exportation, ou sur des destinations qui sont plus à l'est. Voilà, donc il y a toute une partie qui sera amenée par un transfert de production entre le marché du frais et le marché de l'industrie. Et dernière chose, c'est qu'actuellement, on a une progression des rendements, et là peut-être un peu plus sur l'industrie que sur le frais, qui est de 0,9% par an. Voilà, donc près de 1% par an, c'est-à-dire que tendanciellement, tous les ans, toutes choses étant égales par ailleurs, on a à peu près 1% de production en plus due au rendement. Y a-t-il une dernière ou deux dernières questions que nous prendrions très rapidement ? Là, alors, Céline Douville de BSF, donc j'avais une question justement, mais vous venez à peu près d'y répondre sur l'équation difficile de répondre à cette demande croissante tout en maintenant un prix raisonnable, voire intéressant pour les producteurs. Donc je pense que c'est un peu ce que vous avez évoqué jusqu'à maintenant. Alors je vais changer de question, je vais en profiter. On a vu que la consommation des ménages est parfois un peu en stagnation, et notamment sur la période actuelle. Quelles sont les actions que la filière compte mener en ce sens, hormis l'aspect climatique que vous avez évoqué et qui là est à peu près indépendant de notre volonté? Qui veut répondre? Je vais répondre. Donc, sur la consommation des ménages, le travail du CNIPT sur la segmentation culinaire fait qu'on est un des meilleurs pays de l'Europe à conserver cette part de pommes de terre fraîches consommées par les consommateurs. De plus, on fait des campagnes publicitaires pour inciter justement les personnes à consommer. Voilà. Allez, une dernière question, et puis après on s'arrête. Il y a deux questions, dans ces cas-là, posons-les ensemble, et puis on va répondre rapidement. Oui, Éric Bargy, directeur de Germicopa. Je voulais faire une évocation, d'abord dire que dans le sens général, je suis assez d'accord avec cette étude, et notamment que les flux mondiaux vont se faire essentiellement sur des pommes de terre industrielles. Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué, mais beaucoup de pays de destination sur la pomme de terre fraîche mettent des barrières phytosanitaires à l'importation de pommes de terre pour essayer de favoriser leur production locale. Et donc, je pense que ce n'est pas demain la veille qu'on exportera des productions en Chine, par exemple, où ils ont un potentiel de croissance de production énorme. Il faut savoir que c'est déjà le premier producteur mondial. Le rendement moyen est de 15 tonnes hectares, et c'est pas trop dur de passer à 30. Ça ferait doubler la production. Donc, un jour ou l'autre, ils vont être
autosuffisants en pommes de terre. Et je pense que la Chine, en pommes de terre fraîches, et la Chine ne peut être un truc intéressant que pour des pommes de terre industrielles. Donc c'est vrai que c'est dommage à dire pour les gens du frais, mais celui qui va sortir vainqueur de ce joker, c'est plutôt la pomme de terre industrielle que la pomme de terre fraîche. Parfait, témoignage. Y a-t-il une autre intervention, monsieur ? Benoît Houillet, la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Alors ça va un peu dans ce sens par rapport au volet sanitaire, mais pas uniquement. Le président, dans son rapport d'orientation, a évoqué la terre, et ça me semble être un des projets capital dans tout ce qu'on a dit. Chez nous, en Nord-Pas-de-Calais, on a mis une campagne en place qui s'appelle Objectif Terre 0%, qui a pour objectif de rassembler un peu toute la filière. Ça a été monté par les différents responsables de la filière régionale pour inciter les producteurs à prendre conscience ô combien la problématique de la tartare est importante pour le côté vertueux de la filière, mais aussi pour des points sanitaires, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur ce volet-là, et c'est juste non pas une question, mais plus une remarque pour que ces choses soient relayées, parce que ça se veut pas que dans la région Nord-Pas-de-Calais, mais c'est valable pour tout le monde. Et quand on évoque des sujets transfrontaliers, par exemple, on met en garde les producteurs pour garder le potentiel sur leurs parcelles en évitant d'accepter des terres étrangères à leur exploitation ou avoir différents mélanges, etc. Vous retrouverez le résumé de cette campagne dans le numéro de la pomme de terre française qui a été mis sur les différents fauteuils. Je voulais juste faire un petit clin d'œil, profiter de cette occasion. Merci. Arnaud, un dernier mot, ou Geoffroy ? Là, je vais laisser Geoffroy, parce que Geoffroy est vraiment en charge de l'expertise sanitaire. Je veux simplement dire, avant de donner la parole à Geoffroy, que c'est un dossier qui est un dossier de fond, qui est traité aujourd'hui au niveau du ministère, parce qu'il y a un problème de codification au niveau européen. Suivant les pays, c'est soit un déchet agroalimentaire, soit un déchet potentiellement contaminant. Donc déjà, il y a un besoin d'harmonisation, donc on est dans une clarification. L'autre chose que je dois dire avant de donner la parole à Geoffroy, c'est que la terre de l'exploitation n'est pas un déchet sur l'exploitation, c'est évident, hein. C'est notre outil de travail. Par contre, au niveau sanitaire, il y a zéro risque à prendre. Zéro risque à prendre. Donc si on ne connaît pas l'origine de la terre que l'on remet sur son exploitation, on ne doit pas la prendre. C'est aussi clair que ça. Ou alors, il faut avoir énormément de garanties sur la qualité sanitaire de cette terre. Maintenant, je vais donner la parole à Geoffroy. Oui. Moi, je vais prendre plus ma casquette là, de président de la section pommes de terre FMSE. Hein. Il est bien entendu que demain, vous avez une déclaration maladie de quarantaine, parasites, etc. La première chose qu'on va venir regarder chez vous, c'est ça. Hein. Si jamais vous importez de la terre et que vous avez de la terre, on s'aperçoit qu'il y a de la terre chez vous, vous êtes dehors du système. Et donc, pour clôturer peut-être la discussion, je vais en profiter aussi du FMSE sur l'importation des pommes de terre. Il y a une obligation régalienne de l'État que tous les lots importés en plan ou en pommes de terre puissent être déclarés au niveau du SRAL. Et je profite du moment là où les négociants, où il y a un peu tous les acteurs, c'est que le FMSE prend en compte dans le cadre d'une déclaration si le lot est importé. Il est importé avec un passeport phytosanitaire européen qui est reconnu. Pour autant, la décision qui avait été prise au niveau du FMSE est d'indemniser à hauteur uniquement de 50% le préjudice si et seulement si le lot n'était pas analysé par des services officiels français. Je m'explique. Vous importez un lot avec un passeport phytosanitaire européen que vous distribuez à des agriculteurs en France. Vous avez une maladie, un parasite qui est dessus. Le FMSE jouera, mais simplement à hauteur de 50% du litige. Si vous voulez qu'il soit couvert, il faut à ce moment-là refaire une analyse, mais je pense que ça, il est important de le préciser dans les médias et on va communiquer. Il est important que chaque lot puisse refaire une analyse par des services officiels français. Et seulement ce cas-là permettra à ce moment-là de remonter l'indemnisation à hauteur des 80% tel que c'est régi dans le cadre du FMSE. Voilà. Ouais, simplement, je voulais remercier aussi, parce qu'il y a Patrick Moisard qui est là, mais les Frédons aussi qui nous aident sur ces dossiers-là, c'est vraiment important. C'est un dossier qu'on partage. Et puis, je crois qu'on va partager le déjeuner. Un petit déjeuner. Je voulais simplement remercier aussi tous
tous les sponsors de l'UNPT qui nous aident et qui rendent effectivement sont là. ces événements possibles, vous les avez là. Et qui ont des stands pour certains d'entre eux. Je pense que c'est important que vous puissiez échanger avec eux, c'est un moment important, et je ne l'ai pas complètement dit dans mon rapport d'orientation. Je pense qu'on va essayer de développer des partenariats encore plus poussés avec les entreprises pour pouvoir être complètement en phase avec les filières économiques. Merci. Alors laissez-moi vous donner 3 informations avant d'aller déjeuner. Première